Je suis très heureuse de vous voir tous ce soir pour cette conférence que j'organise avec Alexandra Etchaninov, qui est la fondatrice de l'école Neuroessence. C'est une méthode d'accompagnement que je pratique aussi aujourd'hui. Nous allons aborder un thème qui me tient très à cœur, c'est l'invisible qui nous guide. Alors moi, cela fait 20 ans que je suis opticienne, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et je me suis spécialisée en optométrie et en posturologie, et aussi en accompagnement visuel. Alors succinctement, en quoi ça consiste ? C'est vraiment l'œil dans sa partie la plus visible, la plus consciente que l'on a. L'optométrie va aborder plus la vision binoculaire, comment nos deux yeux fonctionnent ensemble, sur des composantes telles que la convergence. Est-ce que j'arrive par exemple à bien loucher ? Ou est-ce que j'accommode bien ? Est-ce que je peux mettre au net de près et de loin ? Pour tout ça, avoir une belle vision en relief. Donc là, on va utiliser les lunettes, bien sûr, pour aider. Et aussi des fois des verres un peu plus techniques, quand il y a des problèmes de vision qui ne sont pas binoculaires, c'est-à-dire par exemple un œil qui voit moins que l'autre, ou même une vision double. Après, il va y avoir une autre partie de mon métier, la posturologie. Hop, je vous montre un petit peu en quoi ça consiste. Voilà. Donc ce qui m'a intéressée à travers la posturologie, c'est vraiment d'étudier l'œil, mais non plus seul, comme un système seul, mais dans le corps. Et c'est là où on se rend compte que tout agit sur tout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment des yeux peuvent impacter le corps, ou est-ce que c'est le corps qui impacte les yeux. Je vous donne déjà une expression qu'on utilise souvent, c'est bon pied, bon œil, et c'est tellement vrai. Par exemple, on peut rencontrer une personne qui va avoir un strabisme, donc un œil qui soit rentre, qui est convergent ou divergent, qui peut tout à fait avoir l'habitude de poser le pied légèrement comme ça, vers l'extérieur si c'est divergent, ou vers l'intérieur par exemple si c'est convergent. Donc l'intérêt, ça va être de regarder, d'observer, de pouvoir l'accompagner avec des lunettes, mais aussi, si besoin, de faire une rééducation pour que son corps puisse avoir une plus jolie posture, une belle verticalité. Il y a aussi un exemple qui m'avait bien marqué à mes tout débuts. C'était un petit garçon qui est venu me voir pour mettre des lunettes. Il avait autour de 5-6 ans. Et il portait des lunettes avec un astigmatisme qui n'était pas du tout dans les normes. Il a porté ses lunettes. Et puis, 2-3 ans après, sa maman vient. Elle me dit, mais il ne met plus ses lunettes. Et je dis, allez voir l'ophtalmologue. Faites confiance à votre enfant. Et elle revient, elle me dit, mais il n'a plus besoin de lunettes. Et en parallèle, il avait un problème de dents. Il avait les 2 dents de devant qui chevauchaient. Et il venait d'entamer des séances de rééducation pour justement retravailler sa mâchoire. Et ses dents de devant s'étaient tout simplement remis alignées. Il n'avait plus besoin de lunettes. Voilà. Donc pour vous donner des exemples. Après, ça me tient aussi très à cœur de pouvoir faire un accompagnement visuel pour les personnes qui n'ont pas une vision des plus faciles. Un œil qui voit mieux que l'autre. Une vision qui est inconfortable à cause de glaucome, de DMLA. Et là, je vais m'intéresser vraiment à un travail, à une pratique pour travailler la vision périphérique et la vision centrale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on pratique et qu'on exerce régulièrement, nos yeux peuvent aussi nous servir pour retrouver de la stabilité, de l'équilibre, de la détente. Et à travers ces différents exercices que je propose pendant les accompagnements, ça aide les personnes à retrouver confiance en elles, plus de détente et moins de stress. Voilà. Après, tous ces outils que j'ai dans ma boîte à outils, il me manquait encore quelques aspects de mon métier qu'il me restait à explorer. Et pour vous expliquer, je vous montre déjà un petit rappel anatomique de comment fonctionne l'œil. Alors, donc, on voit la lumière qui rentre dans l'œil. Ça arrive sur la cornée, donc qui est cette partie-là, fine. Puis après, elle traverse l'iris par la pupille. On arrive dans le cristallin, traverse l'humeur aqueuse. Et la lumière, quand l'œil est parfaitement corrigé, arrive sur la rétine. Donc la rétine, pour vous donner une idée, c'est un immense écran de télévision, tout courbé.
vraiment comme une parabole. Et sur cette parabole, il y a des millions de cellules, des cônes et des bâtonnets. Ces cônes et ces bâtonnets vont transmettre toutes les informations de la lumière et les transformer en pics électriques. Donc on peut vraiment faire le parallèle entre la rétine, qui est une parabole, à la parabole de notre télévision. Après, il va y avoir le câble qui relie notre parabole à notre écran de télévision. C'est le nerf optique. Donc là, je vous montre ce schéma. Hop. Alors attention, ce schéma, il ne me plaît pas du tout. Mais je vous le montre par principe parce que je n'en ai pas trouvé d'autres qui me convenaient. Il me semble qu'il est un peu faux. Mais bon, c'est pas... L'important, c'est de comprendre le principe. C'est que là, du coup, nous avons le nerf optique. Du coup, qui est vraiment... Hop. Qui est à la base à peu près à ce niveau-là. Donc, hop. Voilà. Et du nerf optique, on voit que le nerf optique traverse tout le cerveau. Et on voit que l'œil droit va partir dans l'hémisphère gauche et que l'œil gauche va partir vers l'hémisphère droit. Et ce n'est que tout derrière que notre cerveau transforme la lumière en image. Voilà. Donc, l'information en pic électrique va être transmise au cerveau. Le cerveau va le traiter dans différentes aires, l'aire du mouvement, l'aire de la couleur. Et tout ça, après, c'est dans le cortex visuel qu'on voit. Donc voilà tout le trajet qu'il est fait. C'est pour ça que finalement, quand on regarde une image, un tableau, en fait, on va tous se regarder. Et s'il y a 10 personnes, on aura 10 perceptions différentes. Parce qu'au final, la vue, c'est 30% notre œil et c'est 70% notre cerveau. Rien que ça, c'est magique. Voilà. Et ce qui m'a intéressé du coup de voir dans mon métier, c'est que je rencontre régulièrement des patients avec des problématiques. Et pour ceux qui m'ont un peu suivi sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu Rosita, mais Rosita, elle a des lunettes. Et avec ses lunettes, elle y voit super bien. Pilote de chasse, elle pourrait faire. Mais cependant, elle va me dire, moi, je vois, mais je ne vois pas assez. Alors là, c'est pas mes lunettes, mais elle n'y voit pas assez. Et à contrario, on peut avoir une dame, que je vais appeler Bleuet. Bleuet qui va avoir une très mauvaise vue, qui va arriver à peine à me déchiffrer 2-3 dixièmes. Avec ses lunettes, elle va monter à une très bonne acuité, 7 dixièmes. Mais elle va me dire, oh là, moi les lunettes, je les mets pas, ça me convient très bien de ne pas y voir. Voilà. Et ça, c'est des problématiques qu'on rencontre très fréquemment en magasin. De quoi ça parle ? Comment je peux accompagner ces personnes pour qu'elles retrouvent une façon plus équilibrée de voir qu'est-ce qui les guide et qu'elles ne voient pas. Et là, il y a 2 composantes importantes. Du coup, celle-ci et l'autre que je voulais aborder un peu plus succinctement, mais pour dire aussi à quel point c'est important, c'est nos émotions. Nos émotions font beaucoup fluctuer notre vue. Je le rencontre régulièrement en magasin où on a des personnes qui accompagnent des fois qui ont elles-mêmes soit des difficultés, qui accompagnent des proches, où on va avoir vraiment une fluctuation. Bonjour. Non mais ça va, on avait un peu attendu, donc vous n'avez pas... Et la vue va beaucoup fluctuer en fonction de ce qu'on est en train de vivre. On peut tout à fait accompagner par exemple une personne proche dans des moments douloureux, avoir la vue qui fluctue, qui va être qui va chuter, et puis la personne va mieux et hop, la vue remonte. Ça, on le rencontre fréquemment aussi. Et d'ailleurs, on peut, vous connaissez peut-être l'histoire de Ray Charles, comment il est devenu aveugle, donc à l'âge de 7 ans, après 4 ans de traitement où sa vue n'a fait que descendre. C'est suite au décès de son frère qui est mort noyé devant lui. Donc de ça, il a commencé à être malvoyant pour finir aveugle. Donc on voit l'impact que ça a sur notre vue. Et après, ce qui est important pour moi aussi de partager avec vous, c'est Neuroessence, ça
c'est une méthode que j'ai qui me tient très à cœur de pratiquer. Ça parle aussi de mon expérience personnelle. Jeune, je n'avais pas mis les lunettes les plus faciles. La vie est dure. J'ai mon père et ma mère qui sont agriculteurs et ils travaillaient beaucoup, matin et soir. On vivait dans des façons assez rudimentaires. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de vacances, par exemple, avec eux. Et ça marque énormément. Alors, une bonne partie de ma vie, j'ai reproduit ça, j'ai beaucoup travaillé. Et puis un jour, j'ai eu des enfants et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur transmettre? Parce que j'aimerais leur dire que la vie est belle, qu'il y a des petits bonheurs tous les jours, et pourtant, je ne transpirais pas ça, quoi. Et là, ça a commencé à cheminer en moi, et sur mon chemin, eh bien, j'ai eu le bonheur de rencontrer 2 sages-femmes, ma belle-mère et Hélène, qui sont là-bas, et qui m'ont dit, mais tu devrais aller voir Alexandra. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée dans la grande aventure. Et oui, ça a profondément changé ma façon de voir mon métier, ça c'est certain. Et puis aussi ma façon de vivre. J'ai eu des relations plus apaisées avec des proches, avec des situations aussi. Ça a amené plus de sérénité et ouais, plus de joie. Et aujourd'hui, je peux transmettre cette joie à mes enfants, aux gens que j'aime et à toutes les personnes que j'accompagne. Voilà. Donc, je vais vous laisser la place à Alexandra qui m'a partagé beaucoup de ses connaissances pendant 2 ans, avec beaucoup de générosité, beaucoup de partage et d'humilité. Et c'est pour ça que je suis super heureuse aussi de faire cette conférence avec elle. Donc, je vais vous demander d'applaudir Alexandra qui va vous expliquer en détail ce que c'est Neuroessence. Voilà. Merci Aurore, merci. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai que j'ai le projo un peu dans la tête. Effectivement, sur le côté. Donc je suis ravie d'être là ce soir avec vous. Merci Aurore pour cette invitation. C'est une chouette occasion. Je suis toujours ravie de partager ce qui me passionne. Donc Neuroessence, c'est une méthode que j'ai créée au fur et à mesure du parcours. Ça fait 18 ans que je suis en cabinet à Montpellier et j'arrive du neurotraining pur. Et j'ai énormément simplifié. J'ai mis beaucoup de... comme une sculpture à modeler, en fait. Ça s'est adouci, ça s'est épuré, et ça s'est mis surtout au service du vivant. Et au départ, le neurotraining est quelque chose d'extrêmement technique, vraiment très très technique. Et au fur et à mesure de la rencontre et de mes années, j'ai le vivant, donc j'ai beaucoup travaillé avec les chevaux, beaucoup travaillé avec les arbres aussi, beaucoup travaillé avec les champs en fait. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qu'on va appeler en astrophysique, de la matrice, des champs d'énergie. Nous ne sommes pas séparés. Je me suis questionnée sur qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et en fait, j'ai réussi à simplifier pour aller à l'essentiel. Et je me suis rendu compte après 18 ans de pratique que plus on est au simple, plus c'est puissant et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc Neuroessence est arrivé comme ça. Et on va démarrer la 6e année de Neuroessence. Donc je suis ravie de ça. Donc qu'est-ce que c'est que Neuroessence ? En fait, donc pour ceux qui n'ont jamais pratiqué de séance avec Aurore ou avec d'autres praticiens de Neuroessence, on va d'abord, c'est comme sur une table de massage, et nous on va venir travailler au fascia, donc on est au pied, et on va venir sentir ce qui est fluide ou pas. Donc c'est très pratique, très technique dans le sens où on ne parle pas aux fleurs, on vient juste sentir comment le corps réagit et comment est-ce qu'on peut rentrer dans la relation avec le sensible. Et à partir de là, on a un certain nombre de protocoles qui font qu'on va rentrer dans l'histoire et on peut accompagner la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on accompagne ? Et là, ça va rejoindre l'ouverture que Aurore a proposée, c'est que nous sommes des individus qui sommes chargés de notre histoire et on est très définis par notre conditionnement. Et pour pouvoir fonctionner dans notre vie, ça va être très important de pouvoir récupérer d'où on vient. Donc récupérer de notre histoire, récupérer des chocs, récupérer des traumas,
À chaque fois qu'on va expérimenter quelque chose dans notre vie, on va l'expérimenter avec notre corps. Et on a une hiérarchie dans le corps. Donc le corps a un ordre absolument parfait. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et on a une hiérarchie. Et pour faire le lien avec Aurore, parce qu'on pourrait faire un lien sur tout, mais on aurait pour 4 jours. La hiérarchie musculaire, bien, le muscle le plus important du corps, c'est le muscle optique. Le deuxième muscle le plus important du corps, c'est l'ATM. Et après, ce sont les muscles physiques. C'est-à-dire que si le muscle optique, qui vient contrôler toute la neurologie, n'a pas pu récupérer de ses expériences et de sa façon de percevoir les chocs, les abandons, les traumas, les deuils, les je sais pas quoi, toute la neurologie va s'organiser au travers de ça. Donc après, ça va changer au niveau de la posturologie, mais là, je laisse les posturaux savoir-faire. Ça va changer dans la façon de regarder les choses et ça va compenser. Ça veut dire que si je ne peux pas récupérer, le cerveau, il est géré par 2 lois. Rester en vie l'instant d'après et perdurer l'espèce, obligatoire. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça que ça se passera. Ce qu'il faut perdurer l'espèce va empêcher une personne de pouvoir avoir des bébés, ça sera ça qui se passera. Parce que si je deviens maman, je meurs, parce que il y a 2 générations, il y a une maman morte en couche. Ou parce que j'ai perdu mon père quand j'étais bébé ou en intra-utérin, et que du coup, adulte, je ne peux pas imaginer rendre l'homme père, sans que mon cerveau vienne me faire croire, donc on est encore sur de la perception, que je vais le perdre s'il devient père. Alors que médicalement, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de problème, tout ça. Donc c'est hyper important de pouvoir récupérer d'où je viens pour pouvoir exprimer mon potentiel. Donc à partir du moment où ça c'est fait, la question ça va être qu'est-ce que je choisis comme direction ? Est-ce que j'ai choisi des directions de la tête ou est-ce que je choisis des directions du cœur ? En sachant que la tête, donc là je vais un peu ouvrir avec mes images. Mes images, c'est, parce qu'il faut, pour en parler j'ai mis en place des images, notre conditionnement passé, c'est comme des voix dans nos têtes. On a tous des voix dans nos têtes. Pour qui tu te prends, faut pas le faire, pas maintenant, j'attends que les enfants soient grands pour voyager, je sais pas quoi. Donc ces voix-là, je les ai appelées des gremlins. Donc c'est des gremlins, on en a tous des gremlins, c'est moi aussi, j'en ai plein, voire beaucoup même. Et il y a 250 millions de neurones qui, elles, vont passer leur temps à essayer de fabriquer ce qu'on veut pour demain. Elles vont pas essayer, elles vont le faire. Et en fait, ce dont elles ont besoin, donc elles, c'est vos meilleures amies. C'est vraiment la relation d'amour que vous avez avec le divin. Elles sont là. Et c'est pas pour rien qu'on va naître en s'engageant dans le vagin de la mère. On s'engage par la tête. Donc c'est bien les neurones avec le chakra coronal qui est en premier lien dans l'énergie du monde. Donc c'est elles qui vont venir gouverner tout ce que vous voulez. C'est elles qui vont amener l'inspiration. C'est elles qui vont faire que vous avez des idées. L'idée, en numéro, c'est du 1. Donc c'est le démarrage de toute chose. Une idée n'est pas une pensée. Une pensée, c'est les gremlins qui radotent. L'idée, c'est une évidence. Il faut que ça se fasse. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez qu'il faut que vous y alliez. Généralement, c'est fluide. Donc les gremlins, ils arrivent et ils vont vous raconter votre vie. Et ils racontent toujours la vie de quelque chose qui est arrivé hier, avant-hier ou quand vous étiez enfant. Donc on appelle ça le conditionnement. Et c'est les gremlins qui maintiennent dans le corps des tensions, parce que ces tensions-là sont reliées à la mémoire, avec comme chef principal le muscle optique. Donc les gremlins, ils vont vous raconter que c'est possible, c'est pas possible, faut conditionner. Et pendant ce temps-là, les neurones, elles vont se dire, bon, Alex, elle a envie de créer un truc demain, je sais pas, moi j'ai envie d'exceller dans tous les domaines de ma vie, mais il y a un endroit de moi où les gremlins ont pris le contrôle du bateau, donc les filles, elles vont juste dire, bon, qu'est-ce qu'elle a fait hier en termes de qualité d'énergie. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que les filles, donc je les appelle les filles, les neurones, excusez-moi, je les appelle ça. Il y a les gremlins et il y a les filles. Donc les neurones, on est tous d'accord, c'est masculin, mais chez moi, c'est féminin. Me demandez pas pourquoi. Donc du coup, les filles, elles vont dire qu'est-ce qu'elle a fait hier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait hier en termes de qualité d'énergie. Si hier, elle avait peur de perdre, on va dire que c'est une énergie rouge, c'est qu'elle aime ça.
Les neurones, elles vont se dire, c'est notre boss. Il n'y a pas une neurone qui fonctionne contre vous. Mais elles ne réfléchissent pas à, on va l'aider, on va lui donner un truc chouette. C'est pas comme ça, c'est du binaire. Elles vont juste dire, moi j'ai besoin d'énergie pour fonctionner, et il faut que je crée la journée de demain. Donc, qu'est-ce qu'elle a nourri hier pour que demain existe? Elle a nourri une peur de manquer, donc une énergie rouge. Les neurones vont récupérer l'énergie rouge, et elles vont la reposer demain. Pour que demain la personne vive la même qualité d'énergie rouge, il faut que les neurones créent une réalité qui puisse générer de nouveau cette énergie rouge. Donc vous allez vouloir jouer au loto, je vais boire un coup, excusez-moi. Allez là. Merci. Donc vous allez vouloir changer des choses dans votre vie. Donc là on est sur, vous savez, les croyances, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. On a tous entendu parler des méthodes Chloé ou je sais pas quoi là. Ça n'a jamais marché, parce que si ça avait marché, on saurait. Donc ça n'a jamais marché parce que, en fait, je peux dire pendant 20 ans avec une perception mentale, je suis belle, je suis belle, je suis belle dans ma façon de me vivre et de me voir. Et en fait, je me vis pas belle. Donc ce que je vais envoyer comme vibration, c'est que je suis belle, je suis belle, je suis belle, avec une énergie bleue, par exemple, qui est que j'aime pas ce que je suis. Donc les neurones vont dire, les filles vont dire, qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle a nourri du bleu. Donc pour nourrir du bleu, il faut que je recrée des circonstances de vie avec mes perceptions d'hier pour que de nouveau elles puissent vivre du bleu. Et en même temps, vous rêvez de changer de vie. Mais ça n'est pas possible comme ça. Donc la seule chose qui va être possible, c'est de commencer à changer vos perceptions et à changer votre façon de vous vivre et votre façon de vous voir. Donc c'est pour ça que j'ai parlé un peu tout à l'heure des pensées et des idées, parce que ce que ces yeux-là voient, qui appartiennent aux pensées, ça n'est pas ce que cet œil-là qui appartient aux idées, inspiration, voit. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir commencer à s'abandonner, non pas au vide, parce qu'il y a encore cette histoire de lâcher prise là, dont ici on ne parlera jamais, parce que c'est impossible pour le cerveau de lâcher une prise s'il n'a pas une autre prise. Et nous, ce qu'on propose, c'est que l'autre prise, on vienne la chercher dans le cœur. Et le cœur, c'est, est-ce que je peux m'abandonner à ces 250 millions de neurones qui ont tout fabriqué pour moi et qui m'ont permis de maintenir en vie, en fonction des drames que j'ai pu vivre, elles me maintiennent en vie. Est-ce que je peux m'abandonner à elles, et en m'abandonnant à elles, je vais lâcher le contrôle ou je sais pas quoi. Donc pour ça, il faut que vous ayez posé des directions. Mais souvent, ça oblige à changer de mindset. C'est-à-dire que ça va vous obliger à faire d'autres choix, à vous voir différemment, à être d'accord pour pouvoir vous accueillir avec de la douceur, avec de l'amour, avec de la clarté. Alors les neurones, si on imagine qu'on a un bateau 3 mâts, et là on va arriver aux symptômes, si on imagine qu'on a un bateau 3 mâts, souvent moi, les personnes qui viennent me voir en cabinet, elles sont en train de tourner en rond avec le bateau 3 mâts, et elles sont fascinées parce qu'on est dans un système judéo-chrétien où on est fasciné par la qualité des algues qui sont collées à la coque. Donc encore ce matin, j'étais en cabinet à Montpellier et j'avais une personne qui vient me voir parce qu'elle a des crises d'angoisse et qu'elle se vit phobique sociale. Donc on en parle un peu. Et en fait, je me rends compte, en travaillant sur la table, que elle porte un interdit qui appartient à l'arbre généalogique, mais son interdit, c'est qu'elle n'a pas le droit de vibrer. Vibrer, c'est que nous sommes un corps de résonance, nous sommes des personnes, persona, corps de résonance. C'est-à-dire que ça ne marche pas avec la tête, ni avec les pensées, ni avec ma façon de me percevoir, ça va marcher avec comment j'aimais. Je suis un coffre de résonance. Si je suis un instrument de musique, est-ce que je suis en capacité de pouvoir sonner mes notes, si je suis un violoncelle par exemple? Si je sonne mes notes, mon corps de résonance vibre. Vous êtes d'accord avec ça? Et plus je vais le sonner engagé, plus ça va sonner franc, clair. Plus je vais toucher les cordes de résonance des autres instruments autour. Donc quand vous allez venir jouer votre note et que vous allez vous engager, mais il faut s'engager. Si la note elle est à peine vibrée, il ne se passera rien dans les instruments copains. Si je joue pleinement et franchement et réellement engagé parce que je peux m'abandonner à mes neurones et que je leur ai dit que je veux vivre ça demain, là.
Donc je m'engage complètement à vivre ça, c'est-à-dire que j'aimais cette fréquence-là, et à ce moment-là, je vais attirer des milliers de personnes sur la qualité de ma fréquence pour pouvoir jouer avec moi dans mon concert philharmonique. Mais si je ne joue pas, comment je fais pour pouvoir savoir si les personnes peuvent m'accompagner? Donc nous, ce qu'on nous a appris à faire, c'est faire des listes. Alors, positif, négatif, 2 colonnes. Alors, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On n'a toujours pas réglé le problème. Parce que du coup, il faut bien faire un choix entre le positif et le négatif qui n'existe pas, puisqu'il n'y a que de la polarité. Donc, est-ce que je vibre ou est-ce que je vibre pas? Et en fait, c'est dans cette vibration-là que je m'engage. Et ce qui est très impressionnant et ce qui est merveilleux à voir, c'est que si je m'engage dans la vibration, je touche d'autres corps de résonance qui peuvent venir m'accompagner, et ceux qui ne peuvent pas jouer avec moi vont s'éloigner. Mais je n'ai rien à faire, je n'ai pas à trier. Et quand j'arrive à vibrer, donc on commence à s'approcher de la liberté des idées, la liberté de penser, non pas celle qui est conditionnée par les gremlins, mais celle qui est inspirée. Quand j'arrive à penser comme ça, la vibration portée par la joie est tellement forte qu'elle réaligne le corps. Mais pour ça, il faut s'engager réellement. Parce que le corps, il a la capacité de pouvoir s'autoréguler. Encore faut-il avoir conscience de ce qui nous gêne à être bien, de comment on aimait ou comment on n'aimait pas. Donc cette jeune femme, ce matin, elle avait un interdit à sonner. Donc en fait, elle est arrivée, elle avait plein de sourdines sur ses cordes, et comme elle ne pouvait pas sonner, ni vibrer, ces 250 millions de neurones se sont dit, elles ont fait un comité de direction, là, avec une grande réunion, elles se sont dit, putain, faut faire quelque chose, parce que ça n'a pas de sens qu'elle ne vibre pas. Sauf qu'elle n'arrive pas à vibrer. Donc si ça n'a pas de sens qu'elle ne vibre pas, il faut que nous, neurones, on le justifie dans le corps. Comme ça, au moins, on sait pourquoi elle ne vibre pas. Et on peut passer à autre chose. Donc elles ont mis une phobie sociale. Donc elle vient me voir en me disant, je suis phobique sociale, ce qui est une vraie douleur. Et en fait, elle sort de là, et elle n'est pas du tout phobique sociale. Elle est ressortie là, elle n'avait même pas de mots. Elle est incroyable. Elle me disait, mais j'ai passé ma vie à travailler ma phobie sociale. Je dis, maintenant, passez votre vie à vibrer, ça va être beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Par contre, derrière ça, il y a des désobéissances. Parce que ce qui se passe, c'est que on est conditionné. On est conditionné par l'histoire et par l'arbre généalogique. L'intra-utérin, qui est très important, il y a des sages-femmes qui sont là. 98% de l'intra-utérin, c'est le capital émotionnel de l'adulte. Donc, il faut coucouner les femmes enceintes. Et il y a des tribus encore aujourd'hui où les femmes enceintes sont mises à l'écart et elles sont gérées par des femmes. Et l'homme n'a pas accès. Parce que la femme, elle est protégée dans son cocon et dans ces tribus-là, il n'y a que les femmes qui peuvent s'occuper de la femme. Et il arrive quand le bébé est né. Donc c'est pour vous dire que dans les peuples primaires, c'est pas une blague, quoi. Ils ont conscience de ça. Parce que pour le bébé, c'est 98% de son potentiel émotionnel quand il sera adulte. Donc il va s'organiser en fonction de ce qu'il a vécu dans l'intra-utérin. Donc ce bébé, on va mettre des images. Il arrive avec un cristal rouge. J'aime bien mettre l'image du cristal parce que du coup ça fait une référence aussi christique. Et que nous sommes, alors derrière je mets plein d'images, mais que nous sommes ce qu'il y a de plus précieux. Et donc il y a la reliance aussi dans cette verticalité. Donc il arrive avec un cristal rouge, maman elle a un cristal bleu, et papa il a un cristal jaune. 300 milliards de carats, tous les cristaux, il n'y a pas de bien ou pas bien. Il y a juste, on est différents, et on est une famille de cristaux. Et très souvent ce qui se passe, c'est que l'enfant, c'était le cas de la personne ce matin, elle arrive dans cette famille, elle a le check dans la main de la vie, elle check pour s'engager avec elle dans sa vie. Il n'y a pas un nourrisson qui ne s'est pas engagé avec lui, sinon il est mort. Donc à partir du moment où vous êtes là ce soir, c'est que vous vous êtes engagé avec vous dans votre vie. Mais souvent on l'oublie. Donc je m'engage avec moi dans ma vie, avec mon rouge, et je l'engage. Et là très tôt, je regarde comment papa et maman me regardent en jaune et en bleu, et en fonction des attentes, des projections, de l'histoire de l'arbre généalogique, de ce qui s'est passé dans la grossesse, je viens prendre mon cristal rouge que je prends, et je le mets dans le coffre à jouets de l'enfance. Et ça va donner, je vais te prendre, je te mets dans mon coffre à jouets de l'enfance, ne bouge pas, sois sage, parce que là, il faut que j'apprenne à épouser la couleur de ce qu'on attend de moi pour que je puisse garder l'amour. Et en fonction
Donc le cristal est intact, mais dans le coffre à jouets de l'enfance. Et la personne commence à devenir les couleurs que l'autre attend, bleu ou jaune. Donc là, on va passer en serviabilité, hyper disponible, ou alors une grosse rébellion, ce qui sera la même chose. Et en tous les cas, bloqué dans je ne sais toujours pas qui je suis. Et on a dit que l'idée et les 250 millions de neurones, elles sont inspirées par la couleur que nous sommes, par notre unicité. C'est de l'inspiration. Sauf que si c'est rangé dans le coffre à jouets de l'enfance, je vais passer mon temps à essayer de chercher dehors des solutions pour essayer de trouver en moi ce qui pourrait m'inspirer. Donc je donne le pouvoir dehors. Et c'est parti pour un tour de thérapie pendant 30 ans, ou de je sais pas quoi, ou de croyances, ou de vérité. Je vois les choses comme ça, et comme ça c'est bien. Ça bouge pas, parce que comme ça marche. Mais je suis toujours pas heureux ou heureuse. Donc, ça revient à dire que si je dois me vivre cristal, je suis cristal, ça va être important qu'à un moment dans ma vie, je puisse me dire est-ce que ce que je vis m'inspire et me nourrit. Donc nous, quand on travaille en neuroessence, la seule phrase qu'on garde, qui est la plus simple à mon sens, c'est qu'est-ce qui vous gêne à être heureux maintenant ? Peu importe ce que c'est. Ça peut être, j'arrive pas à en parler en public quand il y a des maîtres de conférences qui viennent nous voir. Ça peut être, c'était le cas, j'avais un homme qui était venu me voir, c'était un maître de conférence, et ça faisait 6 mois qu'il ne pouvait plus parler en public. Et en fait, comme le cerveau est une horloge biologique parfaite, il y avait eu un choc enfant où sa parole avait été remise en question, et il y avait beaucoup d'émotions qui avaient été ressenties. Et à partir du moment où ça avait été ressenti, ça avait créé une racine stressée, et cette racine stressée, elle va se revisiter plusieurs fois, jusqu'au moment où tout d'un coup, il n'y a plus d'énergie pour faire genre tout va bien. Et là, le symptôme apparaît. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un symptôme ? C'est quelque chose que je vais vivre qui n'est pas approprié pour mon rouge. Donc, je vais rentrer dans une expérience de vie et je ne peux pas exprimer que quelque chose ne me convient pas par rapport à mon unicité. Parce que papa, il est bleu, maman, elle est jaune. C'est pas parce que je ne suis pas aimée, blablabla. On jette tout ça. C'est juste parce que je ne me sens pas entendue dans mon besoin par rapport à qui je suis. Rouge. Donc si je n'ai pas été entendue dans mon besoin, je ne vais pas pouvoir récupérer de cette expérience-là à ce moment-là. Au départ, j'ai beaucoup d'énergie, 100% d'énergie pour fonctionner. Donc je vais me servir de cette énergie pour pouvoir continuer à avancer. Et puis il y a un moment où il y a des événements dans ma vie qui se passent, pas toujours dramatiques, devenir parent, se marier, tout ça. Ben, c'est plutôt sympa, sauf que ça prend de l'énergie. Donc, je vais avoir besoin de cette énergie pour fonctionner. Puis j'arrive un peu plus avancé dans l'âge, et puis là, il me reste 2 ou 3% d'énergie pour fonctionner. Et là, il y a déjà le muscle optique qui arrive, et qui commence à clignoter. Bip, bip, bip. Attention, important de changer la perception, de voir les choses. Attention, commence à regarder ta vie autrement. Change de mindset. Attention, change de paradigme. Attention. Et on n'entend pas parce qu'on n'est pas éduqué. On n'est pas éduqué comme ça. Nous, on est éduqués dans la vie, c'est dur. On a des gremlins, ça, n'oubliez pas. Donc, les gremlins, ils ont beaucoup été nourris par le judéo-christianisme. C'est qu'on est coupable, il faut se repentir, il faut faire 3 fois ça. Et c'est difficile, on n'a pas le choix, on ne parle pas de l'école. Ah, mais t'as pas le choix, ma chérie, quand même. Mais va à l'école. Allez, fais un effort. Ça n'a pas de sens. Donc, nous, on fait des grandes boucles qui sont comme ça, avec beaucoup d'expériences douloureuses et difficiles pour arriver à un potentiel de bonheur. Alors que, en fait, ça serait simple de couper le cercle au milieu et on va directement là où on va parce qu'on n'a pas envie de nourrir, je suis coupable ou je sais pas quoi. Donc, le muscle optique fait attention, changement de paradigme. Parce que si tu ne changes pas de paradigme, j'ai plus d'essence. Et si j'ai plus d'essence, je mets en place un symptôme. Et là, à ce moment-là, il commence à y avoir des accidents, des douleurs physiques, des maladies. Alors qu'au départ, on a tout pour réguler. Alors, je vais faire une petite blagounette sur le Christ et les rois mages. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, bien sûr. Parce que là, moi, je parle, en plus, c'est même pas structuré. J'avais fait un point, il est pété depuis longtemps. Donc, c'est pas très grave. Donc, juste pour que vous compreniez qui nous sommes, c'est que dans l'enseignement du Christ, alors j'aime beaucoup en cours, en formation,
je me sers beaucoup des symboles, donc je me sers beaucoup de notre système judéo-chrétien parce qu'on vient de là, donc c'est une culture qu'on a en commun, mais je ne m'en sers que dans la symbolique. Et donc dans les symboles, le Christ nous dit, Jésus va naître, donc dans la symbolique, c'est vous allez vous incarner dans un corps de matière qui va avoir une hiérarchie musculaire avec un corps de douleur illimité. Okay, et il nous donne ce symbole-là en faisant naître Jésus. Okay. Là-dessus, il nous dit, vous allez oublier d'où vous venez. Parce que comme vous allez rentrer dans un corps de matière, vous allez oublier que vous êtes plugué à la source. Donc je vais vous amener les rois mages, qui eux vont vous rappeler d'où vous venez. C'est pas le roi mage parce qu'il y a des cadeaux, parce qu'il y a un nourrisson, d'accord? Ça, c'est nous qui avons récupéré. Les rois mages, ils arrivent le premier roi mage. Est-ce que vous savez, vous connaissez les rois mages et leur prénom? Là, je suis dure, je vais demander les prénoms. Est-ce que vous savez ce qu'ils amènent? Bon, les anciens ou ceux qui viennent de chez moi, vous dites rien. Myrrhe, or et encens. Oui. Gaspard. Gaspard, merci. Gaspard, Balthazar et Melchior. Myrrhe, or et encens. La myrrhe, auto-guérison. C'est une résine qui va venir symboliser l'auto-guérison. Nous avons un système en nous, 250 millions de neurones, qui, si on le décide et qu'on travaille avec elle, est en capacité d'auto-guérir. Deuxième, l'encens, auto-nettoyage. On a une centrale de nettoyage à l'intérieur de nous avec le spa intégré, on ne s'en sert jamais. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on mette de la sauge, qu'on aille la chercher je ne sais pas où, c'est compliqué, hein. Alors qu'on a des chakras là dans la main, et il suffit juste qu'on passe notre main là avec une intention de mettre que ce lieu-là soit sacré, et c'est fait. Et le troisième, c'est l'or. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne dans l'or? Qu'est-ce qu'il nous propose dans l'or? De nous rappeler que nous sommes ce qu'il y a de plus précieux, que nous sommes plugués à la source, et surtout que nous sommes plugués à l'abondance, puisque nous sommes amour. Sauf que nous, on a appris qu'il fallait qu'on soit aimé, donc on va chercher l'amour. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme quand on va écrire « je suis belle, je suis belle, je suis belle » ou « j'ai besoin de vivre l'amour, j'ai besoin de vivre l'amour ». Et en fait, pourquoi ça n'a pas de sens pour les neurones? On a dit qu'elle vous donnait l'expérience de la qualité de l'énergie. Donc, il faut que je rencontre quelqu'un. Ça a démultiplié là, avec les réseaux et les sites de rencontres et tout ça. Donc tout est ok, il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est juste qu'on est en train de dire qu'on vient nourrir la quête. Sauf que pour les neurones, elles sont faites, c'est elles qui vous contrôlent et elles sont pluguées à la source. Elles n'ont jamais oublié, elles sont pluguées à la source. Donc quand vous allez rentrer pour essayer de trouver l'amour, elles ne comprennent même pas le système. Puisqu'en fait, vous êtes déjà amour. Donc, c'est pas qu'elles ne veulent pas vous faire rencontrer quelqu'un qui vous va à votre dimension, blablabla. C'est juste qu'elles ne comprennent pas que vous ne puissiez pas émettre cette qualité-là. Donc, si on se dit qu'on est cristal, qu'on est soleil, pour pouvoir rencontrer une personne, il faut faire prisme. Il faut pouvoir vibrer. Si vous voulez attirer la bonne personne, il faut pouvoir vibrer suffisamment fort pour qu'en face, elle soit appelée. Et là, on est sur le cœur vivant, cœur aimant, cœur amant du Christ. Vous savez, on a tous, moi je l'ai en image, il y a eu des dessins, genre, je sais pas si, je crois que c'est un dessin qui a été fait, du Christ avec un cœur et des rayons. C'est le cœur vibrant. Et donc nous sommes ça, cœur vibrant, cœur aimant, cœur amant, cœur aimant. Donc ça s'attire en fait. Mais si je vibre pas et que je rétracte mes rayons, je ne peux pas faire prisme. Si je ne peux pas faire prisme, l'anagramme de prisme c'est quoi? Mépris. Le mépris. Si je ne peux pas faire prisme, je vais rétracter les rayons et je vais vivre du mépris. Quand il y a une dimension avec une intelligence émotionnelle et une qualité de conscience dans la relation, je ne vais pas mépriser l'autre comme ça. On fait gaffe. On fait des stages en plus, donc on fait gaffe.
Donc c'est moi que je vais mépriser. Mais à part ça, sinon, tous les matins, je dis je suis une princesse, je suis une princesse. Et en fait, les neurones me font non, en fait, t'es une grosse merde, et t'as toujours pas compris que tu ne te validais pas, en fait. Donc, tant que tu ne vas pas te réveiller pour te valider, je suis désolée, je suis obligée de te donner une qualité d'énergie demain où tu vas revivre que de nouveau. T'es pas à la hauteur, t'es une imposteur, je sais pas quoi. Et ça, c'est les gremlins, ça. Imposteur, tous les trucs, bordel, là. Dehors de la posture de yoga, je ne vois pas ce que les gremlins peuvent faire comme posture. Donc, tout ça, faut jeter. Donc, je sais plus où j'en étais. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ceux qui viennent de chez moi, là, tout d'un coup, vous avez des trucs, vous pouvez me dire, tiens, non plus. Donc, je vais juste revenir sur le symptôme, parce que je vous avais quand même préparé deux petits posts, là. Ouais, je veux bien, Aurore, s'il te plaît. Je veux bien les 5 éléments, s'il te plaît. Donc, nous sommes faits de méridiens. Ça parle à tout le monde, les méridiens? Ok. Nous sommes faits de méridiens. Un méridien va gérer un organe et géré par un muscle. Les méridiens, il faut que tu le retournes. Ouais. Stop, merci. Les méridiens, c'est notre énergie de vie. Okay, la qualité que j'ai à vivre va dépendre aussi de la qualité des méridiens. Quand je rentre dans mes expériences de vie, on a dit que quand je vis quelque chose de difficile, je vais d'abord le vivre avec le corps. Okay, mais je vais mettre ce que j'ai vécu et l'émotion que j'ai vécue, je vais la ranger dans le corps, mais pas n'importe où dans mon corps. Je vais la ranger dans l'organe, dans le méridien, donc c'est le boulot de gérer ça. Et là, on voit que vous avez 12 méridiens, chacun ont entre 18 à 12 émotions. Le gros intestin, par exemple, il va gérer la culpabilité, l'ignominie, l'incapacité à pardonner. La vessie, elle va gérer la soumission. Souvent, on va dire j'ai des cystites, ça va être un problème de territoire parce que les chiens ils font pipi partout, donc on a décidé que la cystite c'est du territoire. Faux, très souvent il y a de la cystite quand il y a de la soumission. Donc ce sera elle, ce sera son tof. Donc si la personne elle va vivre une expérience de vie où l'émotion fondamentale est la soumission, ça sera rangé là. Et donc à ce moment-là, elle va tôt ou tard faire un symptôme de ce méridien-là. Donc ça c'est important pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une hiérarchie. Donc tous ces méridiens-là sont gérés par des organes qui eux-mêmes sont reliés à des muscles. Ok ? On va parler des fonctions cérébrales, s'il te plaît. Et pour... je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Merci. Et là, juste, je voulais vous montrer ça pour revenir sur le muscle optique et la force et la puissance du muscle optique qui va contrôler la neurologie. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez rentrer dans une expérience de vie, vous allez rentrer aussi dans l'expérience de vie avec les yeux. Et vous avez remarqué que... Non, je ne vais pas commencer par ça. En fait, à chaque fois que vous allez rentrer dans quelque chose, peu importe ce qu'on va vous demander de faire, de vivre ou que vous allez vivre, vos yeux vont aller chercher sans cesse, sans même que vous vous rendiez compte, ça va faire des micro-mouvements. Vous allez aller chercher dans des fonctions du cerveau des ressources nécessaires pour pouvoir gérer ce que vous êtes en train de vivre. Et souvent, quand il y a du stress, on voit les enfants où les yeux ils paniquent un peu. Et même, il n'y a pas que les enfants, hein, souvent. Mais ça se voit bien chez les enfants. Et en fait, ils paniquent un peu parce que, par exemple, ils n'arrivent pas à récupérer d'une expérience, ils n'arrivent pas à trouver des réponses par rapport à la situation qu'ils sont en train de vivre, et ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Comprendre, nous, quand on va l'ouvrir en neuroessence, c'est pas comprendre au niveau intellectuel, c'est comment je me vis comprise avec l'autre. Si je suis en rouge, que papa il est en bleu, maman elle est en jaune, et qu'ils vont m'élever en jaune et en bleu, je ne me sens pas prise avec eux en tant que rouge. Mais ça ne veut pas dire qu'intellectuellement ils ne m'ont pas compris. Ça veut dire que même s'ils m'ont compris, ou qu'ils me font un câlin, je me sens seule. Parce que le rouge n'a pas été pris avec le clan. Donc c'est ces fonctions-là du cerveau. Apprentissage et mémoire aussi. C'est comme la concentration. Combien de fois on nous amène des enfants parce qu'il y a des problèmes de concentration. Surtout avec tous les HP et les neuroatypiques là, qui sont très très à la mode.
très à la mode, parce que comme ça, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas d'autre chose. Mais depuis les années 2000 à peu près, fin de 95, 2000, il y a énormément de cerveaux qui sont formés comme ça. C'est des super pouvoirs parce qu'en fait, ce sont des cerveaux qui vont très très vite, qui ont des capacités d'intégration. C'est comme des ordinateurs qui téléchargent. Et quand ils téléchargent et que c'est pigé, ça va super vite. Parce qu'en fait, dans les années 2000, quand on voit aujourd'hui qu'on a l'IA et qu'on fonctionne avec des écrans et que la vue est obligée de s'adapter à tout ça, on a intérêt d'avoir des cerveaux qui vont vite. Donc c'est pas des enfants qui ont des problèmes, c'est nous qui ramons grave parce qu'on est incapable de les suivre tellement ça va vite. Donc on va leur mettre une étiquette HP, je sais pas quoi, parce qu'il faut bien en faire quelque chose. Mais moi, dès que je les ai en cabinet, parce qu'on les amène tous ceux-là, je leur dis, mais c'est des pouvoirs de ouf, donc tu t'accroches, tu n'es pas ce que tu crois qu'on te dit, tu es autre chose, donc viens le rencontrer, et c'est une pièce de théâtre, vous continuez d'aller à l'école avec cette pièce de théâtre. Mais ça n'est pas toi. Et c'est très important de les accompagner comme ça, parce qu'ils ont un cerveau adapté pour ce qu'on est en train de vivre. Parce que moi, vous, je sais pas, mais moi, je ne vis même pas le Minitel quand je suis née, donc on est loin de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc tout ça pour dire que les problèmes de concentration, par exemple, on va en parler beaucoup avec les écrans, tout ça, mais les problèmes de concentration, c'est juste l'enfant qui a un conflit à être au centre de lui. Si je ne suis pas au centre de moi, si je ne suis pas avec mon rouge, comment je fais pour pouvoir être disponible dans ma vie? Si je ne suis pas au centre de mon bateau, j'ai un bateau 3 mâts, on passe mon temps, je tourne en rond, j'ai des algues qui se collent, tout le monde s'occupe de mes algues. Mais personne ne m'a dit que j'avais à engager le cœur pour pouvoir poser une direction. Parce que si tout d'un coup je réengage mon bateau 3 mâts qui est mon corps, est-ce qu'il y aura autant d'algues accrochées si je remets du mouvement? Non. 3/4 des symptômes, dépression, burn-out, problème de sommeil, enfin tout ce qui va être autour du cerveau de la neuro, 3/4 de ces problèmes-là sont liés à un problème de mouvement, d'inspiration et de cœur. Et c'est à partir du moment où vous allez commencer à vous inspirer, donc à vous laisser inspirer, à pas conditionner. Vous avez envie de voyager, on n'attend pas que les enfants soient grands. Je change de boulot, non mais là j'ai besoin, c'est alimentaire. Je m'ennuie, je m'éteins chaque jour, mais j'attends que les enfants soient grands. Si on rentre là-dedans, vous éteignez l'inspiration, vous rajoutez des algues et effectivement le bateau va être même. Nous ce qu'on dit c'est, on engage la direction, on enlève ce qui gêne à poser la direction. Donc c'est beaucoup plus rapide, on engage la direction. Les algues, elles s'enlèveront toutes seules, elles n'ont pas besoin de nous. Vous connaissez généralement les algues par cœur, on ne va pas en parler. Papa, maman, la grand-mère, j'ai fait pipi au lit jusqu'à 12 ans, enfin tout ça, on ne va pas en reparler, quoi. Vous la connaissez, votre histoire. Nous, on dit juste, qu'est-ce qui gêne là? Engage. Qu'est-ce qui gêne à hisser les voiles? Et après, on s'abandonne parce que la direction est claire et les filles, neurones, vous faire souffler le vent, sans aucun doute, parce que c'est vous. Donc pour ça, il faut que ça se soit au clair, et en fonction des expériences que j'ai pu voir, je vais aller chercher dans les différentes directions des yeux des ressources nécessaires. Si par exemple, j'ai vécu le mépris dans une des expériences, maintenant je vais avoir besoin de pouvoir... qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner? Les voies de récompense cérébrale, je donne bien ça. Quand je vais avoir besoin de ressources voies de récompense cérébrale, donc j'envoie les yeux là-bas, elles vont s'occuper de la chimie, de la joie. C'est elles qu'on va, quand il y a de la dépression et qu'on met des médicaments, c'est souvent parce que ici, il y a une émotion qui est accolée à la fonction cérébrale, comme par exemple, je me sens méprisée, ou je me sens inutile, ou je me sens abandonnée, ou je me sens... Bon, on a des milliards d'occasions de... On a toutes les émotions en nous. Elle est chargée de stress, en fait. Donc, si elle est chargée de stress, à chaque fois que je tourne les yeux vers les voies de récompense cérébrale, mes yeux contactent le stress. Le cerveau ne laissera pas faire. Donc, du coup, j'ai plus accès à cette fonction qui va me donner la récompense dans ma vie. J'ai adoré ce que je fais, je recommence. Et là, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus envie. Donc là, du coup, comme là, il y a le stress et qu'on ne l'a pas vu, on va aller chercher une chimie extérieure qui va remplacer la fonction de ce cerveau-là. Qui va remplacer la fonction, oui, c'est ça, du cerveau, ok? Donc, en fait, à chaque fois, en fonction de ce qu'on va faire, il y a une émotion qui est accolée. Si cette émotion, en fonction de ce que je vais vivre, si cette émotion est stressée, vous n'aurez plus accès à la ressource. Donc là, on va avoir des gens qui vont avoir des conflits d'apprentissage et de mémoire. Apprentissage, c'est prendre avec moi dans l'expérience.
C'est apprendre, bien sûr, mais c'est surtout est-ce que je prends avec le corps. C'est Sadhguru qui racontait que quand il faisait ses tournées de conférences, il racontait qu'il allait toujours avec sa fille qui avait 7 ans. Donc Sadhguru, c'est un grand maître que vous trouverez sur YouTube. Et en fait, il avait tous ses disciples avec lui, Sadhguru, qui une fois avait essayé d'apprendre à écrire à sa fille. D'apprendre. Et Sadhguru était intervenu en disant que personne ne lui apprenne à écrire. Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans l'expérience avec la tête. Elle apprendra les mots et l'écriture avec le corps. Et ça se fera quand ce sera l'heure pour elle. Mais ce n'est pas nous, les adultes, qui allons décider ça. Et en fait, il avait protégé la façon à l'enfant de se percevoir dans sa qualité d'apprentissage. Combien d'entre vous ont pu avoir peur des résultats scolaires, ont dû être bons à l'école? Combien de fois on vous a flouté la perception que vous aviez de vous-même par rapport à ce que vous pouviez donner, par rapport à ce qu'on attendait, comment ça a été jugé, comment ce que vous étiez ne correspondait pas aux attentes. Et en fait, à chaque fois, ça vient toucher une fonction du cerveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça touche une fonction du cerveau, ça touche le muscle optique qui va chercher tout le temps son référentiel. Donc ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que ça va être touché en fonction de certains contextes. Par exemple, si vous êtes dans un contexte où il y a eu un drame, je sais pas moi, au bord de l'eau à la plage, à chaque fois qu'il y aura un contexte avec de l'eau, ça s'allume. C'est-à-dire que la neurologie fait bip, 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 attention. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y aller, ça veut dire pour que tu puisses être libre de laisser tes enfants se baigner tranquillement dans la mer, il faut absolument que tu libères les stress des émotions, parce que sinon tu ne pourras jamais être libre. Parce que ça s'appelle un rappel de mémoire. Mais quand on l'a, ça nous handicape réellement. C'est-à-dire que réellement, vous n'arrivez pas à pouvoir laisser les enfants tranquilles ou je ne sais pas quoi. Je donne l'idée de la mer, mais il y a plein d'autres solutions. Est-ce qu'il y a des questions là? Oui. Qu'est-ce qu'il en est des personnes qui sont déficientes visuelles? Est-ce que les mécanismes sont différents? Déficiente visuelle, le cerveau va s'organiser. Donc déficience visuelle, ça dépend de quand, de quoi, mais il y aura souvent un choc émotionnel derrière. Et en fonction, donc ça ne va pas forcément toucher les fonctions du cerveau, ça va plus toucher un choc émotionnel qui va proposer l'organisation au cervelet, à la dure mère. Donc il y a toute une organisation neuronale derrière. Et il y a eu souvent, il y a des chocs comme ça qui vont créer des déficiences visuelles ou qui vont créer des maladies optiques, la myopie par exemple. La myopie, c'est très connu, c'est que la personne, elle est, du jour au lendemain, elle devient myope suite à un choc familial. Et souvent, moi j'avais accompagné une personne, le père était un prédateur sexuel, et à partir du moment où il s'était approché trop près, elle a créé une myopie instantanée. Et là, on se dit, mais c'est incroyable, c'est les 250 millions de neurones qui créent ça pour la protéger, mais on est de la bombe quand même. Quand on voit qu'on est capable de ça. Après, la myopie, ça va faire chier, mais bien sûr. Mais on a les ressources en nous, et si on le réfléchit en se disant, mais merci en fait. Merci, comme cette femme ce matin, la phobie sociale, c'est vous qui avez organisé la phobie sociale parce que vous ne pouviez pas vous engager et vibrer. Mais si je suis obligée de me confronter dans le groupe et que je ne peux pas vibrer, un animal dans un troupeau qui est faible et qui ne peut pas être vu, il est en danger. Donc elle va créer une phobie sociale pour sortir du troupeau. C'est extraordinaire. Donc il y a des problèmes de vue, derrière il y aura ça. Après il n'y aura peut-être pas, quoique si, il y aura des émotions stressées sur les fonctions cérébrales. Oui. En sachant que le choc, il n'est pas forcément à aujourd'hui ni à avant-hier. Vous avez entendu, il peut être très tôt dans l'histoire. Et ça se répète de façon très organisée. Ça, on le cherche, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quel lien avec les hormones, par exemple? Parce que vous parlez de myopie. Je sais qu'il y a des myopies qui se déclarent à la puberté et qui peuvent disparaître ou au moment d'une grossesse. Ou voilà. Donc, les hormones, ça va être notre façon chimique d'exprimer nos émotions. Nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Avant que nous soyons corps de matière, nous sommes énergie et émotion.
Ok ? Le corps de matière s'installe et ce sont les émotions qui vont organiser la structure. Donc les hormones, c'est notre façon physique d'exprimer nos émotions. S'il y a une myopie qui se déclenche à la puberté, ça va être l'âge où le sexué s'installe. Il y a quelque chose dans l'arbre généalogique qui parle de sexué. Lequel, on n'en sait rien, mais ça parlera de ça. J'ai répondu à votre question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce que vous apportez une compréhension particulière sur l'arrivée de la presbytie ? Là c'est Aurore, hein. C'est plus moi là. Je sais même pas ce que c'est là. Au-delà du mécanisme, est-ce qu'il pourrait y avoir une compréhension ? Ah, on parle de décodage là en fait, c'est ça. C'est ça. S'il pouvait y avoir un décodage. Ouais. Ça, c'est quoi la presbytie ? Il faut que vous me disiez ce que c'est, je vous le dirai moi. C'est le cristallin qui arrive de moins en moins bien à mettre au net, de près. De près. Les bras qui s'allongent, on a les bras qui s'allongent. L'autofocus qui fonctionne. Avec l'âge. C'est quand on fait comme ça là. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut mettre loin en fait. Oui. Ben voilà, il faut mettre loin. Donc ce qui est intéressant, c'est après on va pas résumer ça. Faut faire attention avec le décodage biologique parce qu'il y a aussi eu une mode de ça. Je suis pas hyper fan parce qu'on peut tout dire n'importe quoi, on dit souvent beaucoup de bêtises. Et donc vous rajoutez ou pas. C'est-à-dire que quand on vous dit ça va être ça, vous mettez ou pas. Pour que le cerveau, lui, puisse vraiment rester large et avec son esprit critique. D'accord ? Attention, on met beaucoup de pouvoir dehors, tout ça. Donc rajoutez ou pas. Dès qu'on vous parle, oh là là, dis donc, t'as la petite, elle a je sais pas quoi, elle a des difficultés ou pas. Dis donc, je sais pas quoi, mais ça va, le boulot, mais tu vas le quitter ou pas. Rajoutez ou pas quand on vous parle, parce que ça coupe les systèmes hypnotiques. D'accord ? Si je vous le dis 3 fois de suite, c'est hypnotique. Rajoutez ou pas. N'est-ce pas ? Vous allez rajouter ou pas. Ou pas ? Voilà, ça y est, c'est rentré. Ok ? Donc là, ça fait, s'il faut mettre à distance, il faut mettre à distance. Soyez simple. Hein. Ça sert à quoi ? Du coup, voilà, le cristallin change, donc il faut mettre à distance. Ok. Il y a une mémoire. Ou pas. Ou pas, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord ? On ne peut pas résumer. Ok ? Mais généralement, c'est pas à n'importe quel âge. Voilà. Vous pouvez vous amuser à regarder. Quand il y a des chocs comme ça, il y a une ligne du temps. Hein. Donc quand il y a des chocs comme ça, genre par exemple une presbytie qui démarre, vous avez 50 ans, vous pouvez vous amuser à vous dire qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans, parce qu'on divise par 2. Et vous pouvez commencer à avoir des infos. Donc tiens, à 25 ans, j'ai changé de boulot, ou à 25 ans, mes parents sont morts, Ok, on commence à changer de champ d'optique en fait. Et tout d'un coup, 25 ans plus tard, parce que si à 25 ans, par exemple, les parents meurent, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas gérer, qui ne sont pas encore conscientisées, ou qui n'ont pas le droit d'être exprimées, parce qu'il faut être fort, parce que vous gérez tout, parce que je ne sais pas quoi, parce que les enfants sont petits, parce que... bref, des fois, Et donc, ça va être rangé dans le corps, dans les méridiens. Ok ? Là, c'est stocké. Si j'ai de l'énergie, tout va bien. Donc, c'est stocké et je continue, 25 ans. Et là, le cerveau, il y a 250 millions de neurones, un comité de direction spécial pour ça, qui va dire, on ne va pas tarder à arriver au double d'âge, il faut absolument qu'on lui remette le stress. Donc généralement, double d'âge, on revit le même stress. Ce ne sera pas les mêmes acteurs, on n'a pas le même âge, mais ce sera la même émotion. Donc on ne reconnaît pas rarement la pièce de théâtre. Par exemple, vous pouvez vivre une humiliation à l'école, quand vous avez 8 ans, et puis à 16 ans, ça va être un rejet avec une bande de copains ados. C'est pas reconnaissable. Sauf que si vous prenez du temps et que vous revenez dans le corps, ça vous donne l'information qu'en fait, vous n'avez pas de valeur. Et en fait, c'est ça qu'on vient faire sauter, nous. D'accord ? Donc pour pouvoir avoir des infos, dès qu'il y a quelque chose en symptôme, avant de commencer à mettre du mental et à délirer sur des choses qui sont plus ou moins aléatoires, venez avec les âges. Déjà vous divisez par 2. Et ça donne déjà pas mal d'infos. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui. Mais ça vient d'où le fait de diviser par 2 ? C'est de la neuroscience.
C'est les chercheurs américains, donc là, il faudrait rentrer dans des bouquins. Ça part sur le... Bon, je ne vais pas ouvrir parce que sinon on partirait sur de l'astro et sur de l'astrophysique, quoi. Sur le nombre d'or, les chiffres sacrés et les échelles. Mais c'est de la neuroscience. C'est les chercheurs en neurosciences qui ont constaté que le cerveau est organisé d'une façon très binaire et que quand il y a un choc là, il n'a que de cesse que d'essayer de se retrouver, d'essayer de recréer. Donc on va créer nous-mêmes des circonstances de vie pour reproduire à espérer libérer le stress. On a des âges clés pour ça. 3 ans, c'est un âge essentiel. 3 ans, c'est là où l'identité de l'enfant descend. Donc quand il y a un choc à 3 ans, vous pouvez être sûr qu'il y a du 6 ans, du 9 ans, du 12 ans. Parce que c'est un âge important, quoi. Donc par exemple, une séparation des parents avec un enfant qui a 3 ans, ça va venir poser une structure dans la qualité de l'identité de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il va se vivre séparé, hein, ça veut juste dire que ça donne une couleur. Et donc à 6 ans, il peut se passer quelque chose. Quelque chose, ça peut être, vous avez un animal à la maison et à 6 ans, l'animal il meurt ou il disparaît. Donc reséparation. C'est pas forcément dramatique, ça peut être aussi je change d'école parce que je déménage. D'accord ? Vous savez que le premier trauma pour le cerveau, vous savez ce que c'est le premier trauma pour le cerveau ? Ce dont il a le plus horreur à gérer ? Le changement, mais quel changement ? Non. Les déménagements. Ouais. Perte de territoire. Changer une famille loup de clairière. Le loup, il va mettre un moment avant de se tranquilliser. Il fait le tour, hein, il vérifie, il hume. Il n'est pas du tout disponible avant pour protéger ses petits et tout ça. Une séparation, et ça c'est important à savoir, c'est que la séparation, c'est pas forcément un stress pour l'enfant. Nous, on va le vivre, on va le projeter encore à une perception mentale. On va le projeter comme un stress parce qu'on est plugué sur la crèche. Mais un enfant n'a jamais dit « moi je veux la crèche ». Lui, il a dit « je veux des parents heureux ». Donc, étant qu'à faire, un parental qui fonctionne, c'est-à-dire on peut se parler. Mais ensemble, la même maison, c'est nous qui projetons ça. L'enfant, il s'en fout. Il veut pouvoir rire, qu'il soit chez papa ou chez maman. Parce que les parents sont heureux. Donc la séparation, c'est pas du tout un stress numéro 1. Par contre, les déménagements, oui. Et là, il y a tout le cerveau qui est comme ça pour vérifier s'il n'y a pas un prédateur qui est pas loin. Et juste là, comme on parle de la séparation, s'il y a des séparations, parce qu'on est quand même, souvent c'est le cas, dans nos vies aujourd'hui, et c'est chouette, hein, parce que si on n'est pas heureux, c'est important de pouvoir se redonner le choix d'être heureux. Mais on fait souvent attention aux petits, aux derniers, et je vous invite à faire attention à l'aîné. Parce que l'aîné, il a un job très important qui est de rendre l'homme et la femme parents. Et par sa place, il crée la famille. Donc souvent, quand il y a séparation, si l'enfant n'est pas accompagné, accompagner, c'est mettre des mots, hein, c'est parler sincèrement aux enfants, en fait. C'est leur dire aussi que vous faites ce que vous pouvez et que pour vous, c'est comme ça et qu'il n'y a pas de coupable, en fait. Et du coup, ça permet à l'enfant de pouvoir poser ses mots aussi. Et quand il y a des mots, du coup, c'est de pouvoir lui dire que l'homme et la femme se séparent. C'est de pouvoir dire à l'enfant que c'est l'homme qui se sépare de sa femme. Mais que le père et la mère restent en lien par lui. Parce que souvent on dit je me sépare de maman parce qu'on n'est plus heureux, tu comprends machin. Et là c'est compliqué parce qu'à partir du moment où on parle du père ou de la mère, on inclut l'enfant. Des fois il y a mais maman pourquoi tu pleures ? Parce que je me suis fâchée avec ton père. L'enfant est coincé. Alors sinon pourquoi tu pleures ? Je me suis fâchée avec ton mari. Avec mon mari. Ou avec mon amoureux, ça me saoule. Il me saoule. Et ça c'est de la météo. C'est-à-dire que, est-ce que je suis capable de pouvoir m'engager dans la relation ? Ça aussi, le mariage judéo-chrétien. Bon, là, on ouvre un peu, mais on ouvre un peu, c'est comme ça. Le mariage, ça va être le couple. Hein. Ça va être, je m'engage avec moi à accompagner l'autre. L'autre a besoin de moi, je suis là. L'autre n'a pas besoin de moi, je suis là. Nous a appris, je m'engage avec Dieu à accompagner l'autre. Et on nous a mis Dieu dehors. Donc ça passe plus par nous. Ça veut dire que si je m'engage avec l'autre en passant par moi, je suis pas folle, je suis pas débile, j'ai 250 millions de neurones.
Donc la personne avec qui je m'engage, c'est mon ami. Je mets dans mon cœur. Dans mon cœur, il n'y a personne qui touche. Certainement pas mes gremlins. Parce que les gremlins, la première chose qu'ils vont faire au bout de 5 ans de vie commune, c'est putain, il me saoule quand il fait ça, mais c'est pas compliqué quand même, je lui demande de ranger ses pompes. Et puis c'est toujours moi qui fais à manger, il rentre tard le soir et tout ça, il est jamais dispo avec les enfants, il est dur, j'en ai marre, la Bible, je vais pas vous faire le sketch, on l'a tous vécu. Donc, et là on se dit, bah, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Si je m'engage avec moi à accompagner l'autre, à quel moment je nourris ça? Attention, 250 millions de neurones qui disent qu'est-ce que vous avez fait hier? Ah ben j'ai râlé sur la gueule de mon mec avec toutes mes copines parce que j'en peux plus, du coup je me suis bourré la gueule, je suis pas rentrée le soir et ah mais il a qu'à pas m'emmerder. Hein. Donc ça veut dire rébellion, colère, je suis en feu, je peux pas trouver mes réponses. Donc qu'est-ce qu'elle a fait hier? Ben elle a fait une énergie jaune de rébellion, de colère, je sais pas quoi, l'ado quoi. Ok, on lui redonne demain une énergie jaune. Donc il faut bien recréer des circonstances de vie pour revivre l'énergie jaune. Et là, vous dites, putain, mais c'est pas possible, c'est un métier ou quoi? Enfin, blabla. Et nous, on dit, mais non, je me suis engagée avec moi à l'accompagner, donc si je me suis engagée avec moi à l'accompagner, il est dans mon cœur. Dans mon cœur, on ne touche pas. Donc les gremlins arrivent en disant, il a fait ceci, il a fait cela, ou elle a fait ceci, elle a fait cela. Et là, vous dites, alors écoutez-moi bien, tous les gremlins que vous êtes, vous allez tous vous coucher parce qu'il n'y a personne qui touche, ok? Tel qu'il n'est pas, il est parfait, on ne touche pas. Et comme je me suis engagée avec moi, si demain il est de mauvaise humeur, est-ce que je peux lui permettre d'être de mauvaise humeur? Ben oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de danger si vous êtes avec vous. Alors que si vous n'êtes pas avec vous et que vous êtes chez lui, vous allez exiger de lui qu'il soit de bonne humeur, parce que quand même, vous êtes chez lui. Et c'est là que ça commence à déconner, en fait. Parce que ça ne parlera pas d'autonomie. Donc on va demander à l'autre de nous rendre heureux. Eh ben, ok. Et donc il y a plein de symptômes, hein, bien sûr. Okay. Donc on ne va pas les dicter non plus. Après, voilà, le désir, on n'en parle pas, parce que du coup, voilà, je désire plus. Tu ne me regardes plus comme avant. Oui, c'est normal, on n'est plus à avant en fait. Donc si on est à côté, c'est mon ami. C'est-à-dire que chaque matin, je peux m'engager avec moi à accompagner l'autre. C'est délicieux. Je peux aussi choisir un matin de m'engager à ne pas l'accompagner, à ne pas être là en fait. Mais ça ne veut pas dire que s'il a besoin de moi, je suis là, ou s'il n'a pas besoin de moi, je suis là. Ça veut dire que là, je peux partir une journée parce que j'ai besoin de souffler, et je ne suis pas coupable. Ça amène une liberté énorme. Et les enfants, je vous invite avec les enfants, à réfléchir comme ça. Si l'enfant a besoin de moi, je suis là. S'il n'a pas besoin de moi, je suis là. Qu'est-ce que c'est élever un enfant? C'est répondre à ses besoins matériels, poser le cadre. Et pour le reste, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il est rouge et que moi, je suis bleue. Donc, je ne connais pas le mode d'emploi du rouge. Par contre, de quoi tu as besoin, mon chéri? Tu as besoin de moi, je suis là. Tu n'as pas besoin de moi, je suis là. Fais tes expériences, ok, et dis-moi. Et des fois, il n'y a pas besoin de vous. Et nous, on est juste là, disponibles, à continuer à remplir le frigo, les nourrir du mieux qu'on peut et poser le cadre. Y compris dans leur crise d'ado. C'est nos amis, nos enfants. C'est un équipage. Donc quand ils nous saoulent en crise d'ado, Dieu sait s'ils ont du talent, ils auront toujours du talent à la hauteur de ce que vous avez besoin de comprendre. Ben là c'est pareil, tu as besoin de moi, je suis là, tu n'as pas besoin de moi, je suis là. Donc on cadre, parce qu'à ce moment-là, ils vous disent, j'ai besoin de toi, dans le cadre. Plus vous allez cadrer un ado, de quoi tu as besoin comme tutorat, plus il va se sentir important. Plus vous allez laisser faire parce qu'il a saoulé, plus il va se sentir abandonné. Il va monter en step supérieur. Donc les enfants sont nos premiers enseignants, bien sûr. Hein. Avant-hier, je ne sais plus, ou hier, je ne sais plus, j'ai accompagné un petit garçon qui a eu beaucoup de mal à se séparer de la mère. Il a 9 ans, le petit garçon, et jusqu'à 6 ans, il avait énormément de mal à se séparer de la mère à l'école. Et donc elle me l'amenait pour faire un peu un check, elle a entendu parler de moi, et elle me dit, puis bon, il a fait un pipi au litard, et c'était très très douloureux de se séparer de la mère. Et en fait, on est tombé dans la relation à la mère, sur la table, et c'était un transfert, donc il était sur l'énergie de sa mère.
Et en fait, sa mère n'avait pas le droit d'être dans la jouissance dans sa vie. La jouissance, c'est... Elle n'avait pas le droit de checker dans la main de sa vie et mettre des paillettes. La jouissance, c'est jouir. Jouir, c'est ouïr le jeu. Ouïr le jeu, c'est entendre comment mon instrument résonne. Et si on conjugue jouir à la première personne du présent, ça fait joie. Donc comment est-ce que je peux entendre comment je résonne en fait? Et on a tous des sourdines, parce qu'on arrive tous d'une famille avec un conditionnement. Le taf, c'est de les enlever pour pouvoir vibrer pleinement et que tout se réaligne. Donc elle arrive, le petit garçon est en transfert sur maman, et ce qu'il vient faire, c'est qu'en fait, il avait senti dans l'intra-utérin qu'il y avait un sac de chagrin dans le ventre. Donc lui, il arrive tranquillou pilou, il prend toute la place. Il voit un sac qui le gêne, il fait « Alors écoute-moi bien le sac, ici j'ai chez moi, ok? J'ai besoin de toute ma place. Je ne peux pas m'étaler, tu me gênes. » Et le sac de lui dire « Mais en fait, je ne peux pas partir. Je suis le chagrin de ta mère. Je ne peux pas partir parce que ça a été tellement douloureux que ta mère, elle a, donc ma gardienne, ma patronne, elle n'a même pas trouvé de réponse encore. Elle ne s'est encore jamais autorisée à pouvoir désobéir à ce sac-là. Donc du coup, je ne peux pas partir. » Et le petit garçon lui dit, je suis désolée, mais tu me prends quand même la place. Et le petit garçon finit par dire, écoute, tu sais quoi, comme j'ai besoin de la place, je vais te prendre en charge. Et je vais te mettre en place dans mon chemin de vie. Parce que comme ça, en te mettant en place dans mon chemin de vie, je vais essayer de trouver une réponse pour ma mère. Et sa réponse à lui, c'était de venir être collé à la mère, parce qu'en fait, la mère avait un vide affectif énorme avec sa mère, donc la grand-mère du petit, du coup. Et c'est pour ça qu'il y avait le chagrin. Donc le chagrin, il parlait d'un manque. Le gamin, il était collé. Et quand elle a pigé ça, c'était fini, parce que le gamin a compensé. Donc entre-temps, il a appris qu'il pouvait se séparer, il n'allait pas mourir. Et c'est pas pour ça qu'il était OK. Et tout d'un coup, je lui dis, mais en fait, il n'a jamais pleuré parce qu'il avait du mal à se séparer. Il a pleuré parce que si on l'éloignait de vous, il vous sentait en danger. Donc c'est vous qui collez, c'est pas lui, il n'a pas de problème. Donc là, tout le monde a pleuré, on était contents, j'ai sorti les Kleenex. On a fait la séance, c'était fini. Et c'était énorme. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée à ça, mais on y est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle heure il est là? Hein? C'est le timing là. Bon, super. Allez, ouais, parfait. Excusez-nous, c'est très intéressant, mais on les a vous êtes pas. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on a tendance du coup à être attiré par des personnes qui ont les mêmes couleurs que nous? Absolument. Alors, c'est pas les couleurs. Parce que votre couleur est unique. C'est la fréquence. C'est que si vous avez appris à jouer de votre violoncelle sur des fréquences basses ou avec juste un tout petit peu de résonance, parce qu'il y a beaucoup de sourdines, vous allez attirer à vous sur les mêmes résonances. Du coup, évidemment, vous serez insatisfaite parce que l'autre, nous, quand on le travaille en neuroessence, l'autre n'existe pas. C'est une bonne nouvelle, comme ça au moins c'est pratique. Ça veut dire qu'en fait, l'autre est un écran de projection. C'est comme si je portais un écran de projection là, et que quand vous rencontrez, vous allez projeter sur l'écran de projection ce qui vous gêne, vous, à être bien. Donc vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vibrer sur la même fréquence. Et alors au départ, en fonction, on peut être amoureux, mais c'est très vite, ça dysfonctionne. Là où ça marche très fort, c'est qu'on va attirer à nous ce qu'on sait gérer. Donc, une femme qui a vécu sans père sait gérer l'absence. Le système nerveux a appris que sa façon normale pour elle d'être aimée par l'homme, c'est quand elle n'était pas importante, pas vue, ou... voilà. Pourquoi? Parce que le père est absent. C'est là où c'est important que les mamans parlent, par exemple, ou que l'extérieur parle, c'est pas que les mères. Et là, je le redis, mais je le dis à chaque fois, pas forcément confiance, mais j'insiste vraiment, les mamans ou les pères, arrêtez de justifier l'autre. Combien de fois j'entends, mais ton père, il n'est pas venu parce qu'il travaille beaucoup. Arrêtez, parce qu'en fait, vous êtes en train de remplir des vides, là où l'enfant a besoin de se confronter au vide, et c'est parce qu'il se confronte au vide qu'il peut exprimer ses émotions et trouver sa verticalité. Donc, du coup, on va attirer donc cette femme-là qui n'a pas de père depuis l'enfance. Elle est venue enregistrer qu'elle n'était pas importante si le père n'est pas là. Ou le père, ils ont divorcé et la petite fille vient enregistrer que si papa est parti, c'est qu'elle n'est pas assez importante.
Du coup, elle va attirer à elle un homme qu'elle sait gérer, zone de confort neuronale. J'ai enregistré que je savais gérer ça. Donc elle va attirer à elle un homme qu'elle sait gérer, c'est-à-dire un homme qui va être absent. Donc soit il habite à 900 km, soit il est pilote de chasse, soit il ne sera pas là, ou intermittent et toujours en déplacement. Parce qu'en fait, ce qu'elle sait gérer, c'est l'absence. Mais c'est ce qui va la faire souffrir. Donc il faut bien comprendre qu'on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on sait faire. Jusqu'au moment où on pige qu'en fait, c'est les algues sur la coque qui définissent ce qu'on attire à nous. Et tout d'un coup, on dit, quoi ? Un homme absent, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Hop, là, il y a quelque chose qui se redresse. Donc, pour que je puisse attirer une autre qualité d'homme, je vais commencer à vibrer, en fait. Et ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, en comprenant ça et en faisant juste un petit travail, un travail pour que ça résonne, le même homme, il est capable de changer de métier. Et vous n'avez rien demandé. Et là, vous dites, mais c'est incroyable. Ben oui, c'est magique, c'est de l'énergie. D'autres questions ? Ça va ? Ok. Donc, la proposition là, c'est qu'on se retrouve dehors avec un petit pot de l'amitié que Aurore nous offre. Merci. Il y a il y a une école, donc Neuroessence c'est une école et il y a pas mal de flyers. Il y a un stage d'initiation que je fais en juin, si ça vous intéresse. Il y a les livrets aussi derrière, on fait pas mal de stages ouverts à tous. Puis après il y a aussi les cursus de l'école. Donc je vous laisse découvrir, n'hésitez pas à prendre les livrets, ils sont là pour ça. Il y a des QR codes si vous avez besoin qu'on vous rappelle ou que je vous appelle. Donc ce sera Yuri qui est là-bas derrière la caméra qui vous rappelle, qui recevra les infos et en fonction derrière s'il y a besoin je vous rappelle et voilà et on se retrouve juste à côté pour des questions si vous avez besoin ou juste partager un verre. Merci pour tout, merci Aurore, viens là avec moi. Merci, à tout de suite.